Bon, je vous souhaite la bienvenue, tout comme je souhaite la bienvenue aux gens qui sont en ligne. Vous savez qu'elle s'intitule cette table ronde Les revues savantes et les études québécoises, pardon, quel avenir et quelle tendance prévisible. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Hervé Gué, je suis professeur d'études théâtrales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je dirige aussi, moi, une revue savante, la revue Tangence, et je suis un ancien co-directeur du CRIL. Donc, pour cette table ronde, on a réuni des directrices et des directeurs de revues savantes pour échanger de manière prospective sur la place réservée aux études québécoises au sein de l'édition savante. Mais, avant que la discussion ne s'engage et que je vous présente nos invités, nous serons éclairés par la présentation d'Élise Gué. Élise va nous entretenir de la place des études québécoises dans les revues savantes au cours de la période allant de 2016 à 2021. Sa présentation devrait mettre en lumière certains des défis qui attendent les revues savantes et ceux et celles qui les dirigent dans les années qui viennent. Donc, je vous la présente. Oui, je vous la présente tout de suite. Élise Gué est doctorante en études littéraires à l'UQAM sous la direction de Michel Lacroix. Sa thèse reconstitue à l'échelle des Amériques un vaste réseau de revues, je ne les nommerai pas toutes, et d'écrivains francophones pendant la Deuxième Guerre mondiale. Intéressée par les sociabilités littéraires et les revues québécoises, elle a déposé un mémoire intitulé La revue Dérive 1975-1987 et l'écriture migrante, introduire le tiers dans la littérature québécoise, et elle a publié des articles dans Voix et Images et Analyses, ainsi que dans plusieurs collectifs, dont le Dictionnaire des intellectuels du Québec. Avec Jean-François Hamel et Laurence Côté-Fournier, elle a dirigé le cahier figurant Politique de la littérature, une traversée du 20e siècle français. Et finalement, elle est lauréate d'une bourse de doctorat de BANQ et membre, bien sûr, du CRIL. À vous la parole, Élise. Merci, Hervé. Donc, je veux d'abord remercier le CRIL de m'avoir lancé, en fait, dans cette recherche passionnante dont je vous livre les résultats aujourd'hui. Je vais y aller rondement, puisque vous allez voir, c'est assez dense. Donc, je vais y aller comme ça, puis on verra après. Et voilà, les objectifs et la méthodologie. Donc, avec Hervé et le CRIL, on a réfléchi en fait à cette recherche-là sur les revues savantes pour faire, entre autres, un bilan des numéros consacrés à la littérature et la culture québécoise dans les revues savantes entre 2016 et 2021. Vous verrez, c'est une grande période. Ainsi, en fait, c'était pour cerner les enjeux thématiques, théoriques et méthodologiques dans plusieurs disciplines, en sciences humaines et en sciences sociales. Notre objectif principal, c'est de chercher des passerelles, en fait, entre les disciplines, des approches transversales et, enfin, de cibler des corpus et des approches à investir, donc, comme le disait Hervé, d'une manière prospective. OK. Voilà. Alors, les critères de sélection pour choisir ces belles revues savantes étaient donc, elles devaient être publiées majoritairement en français. On a fait une exception pour Québec Studies, évidemment. Être publiées au Canada et aux États-Unis, recouper les disciplines de manière large des membres du CRIL et s'inscrire en sciences humaines et sociales. Évidemment, ça a été surtout des recherches en ligne dans les bases de données avec les revues qui étaient indexées. Ensuite, on a complété avec des sites Internet de départements d'universités canadiennes et états-uniennes pour les revues qui sont non référencées. Et puis, finalement, ça a été d'aller chercher du côté des associations canadiennes, d'études canadiennes, ou québécoises, de professeurs de français en Amérique du Nord pour aller vraiment chercher le plus possible de revues savantes. Ensuite, une fois qu'on est parti, on était autour, en fait, de plus de 600 revues pour resserrer vers un corpus de 138 revues au final. Vous voyez les disciplines ici qui sont couvertes, en fait, dans la recherche. Il faut dire que j'ai essayé de faire une répartition de ces disciplines-là, mais j'avais plusieurs revues qui étaient interdisciplinaires. Donc, à un certain moment donné, je me suis dit, bon, je vais rester avec des disciplines de manière générale au lieu d'essayer de faire un classement comme ça, puis donc avoir des tensions, des déchirements entre les revues. Je devais dire aussi que dans le corpus, en fait, j'ai exclu évidemment les revues en sciences pures, celles en travail social pour ce qui était des sciences sociales, en criminologie ou en psychologie. J'ai aussi oublié de vérifier du côté des départements de design et d'architecture. Je me suis posé la question par la suite en me disant c'est comme quelque chose qui est passé dans les mailles du filet. Après ça, pour ce qui est vraiment de la méthode, on a travaillé avec un gros dépouillement dans un premier, tableau Excel qui détaillait donc les 138 revues et les numéros publiés entre 2016 et 2021. C'est énorme, oui.
Et donc, ensuite, ça a été de mettre en relief les dossiers spécifiques. Et lorsque je trouvais pas de dossiers qui portaient sur le Québec dans ces revues-là, de manière générale, je prenais des notes, en fait, sur les thèmes récurrents. Il faut dire aussi que quelque chose qui est assez intéressant, c'est que plusieurs revues savantes ont une visée internationale et vont s'insérer alors dans la francophonie ou dans vraiment l'international. Et ce qui arrive, c'est que les sujets ou les objets québécois vont alors se glisser au sommaire, à côté de d'autres corpus, en fait, nationaux, qui sont souvent étudiés en fonction d'une thématique choisie. Donc, pour les fins de la recherche aujourd'hui, ces numéros-là, où le Québec était alors comparé à d'autres littératures ou cultures, elles n'ont pas été retenues. Mais donc, le Québec a encore une place plus grande dans certains numéros, mais qui ne sera pas traité aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, quand j'étais face aussi à des sommaires qui étaient comme ça multiples, le seul cas de figure où j'ai conservé ces dossiers-là, c'était lorsque ça portait sur la francophonie canadienne, pour justement aller voir les tensions, la manière dont le Québec était présenté dans le Canada, puisqu'on se posait ces questions-là à la base. Vous voyez un peu à quoi pouvait ressembler ce premier tableau. Donc, vous avez les revues dans la colonne A, ensuite le nombre de numéros couverts pour la période, qui était environ 6 ou 7 numéros, parfois 10, ça dépendait de la périodicité, en fait, des revues. Vous voyez en haut Circuit, qui est dans mon palmarès des revues qui publient le plus sur le Québec, qui est une revue de musicologie, d'études de la musique, de l'histoire de la musique. Ici, c'est 7 numéros durant la période qu'elle a publiée. Ensuite, par exemple, la colonne D, on peut voir pour la revue Communiqué, revue de communication sociale et publique, quelques thèmes récurrents. Le numérique, la plateforme de diffusion en continu, les enjeux féministes, l'intersectionnalité, on y reviendra, les questions interculturelles. Mais par contre, c'est là, la numéro 39, j'ai pas retenu de dossiers qui étaient spécifiquement sur le Québec, mais plutôt des thèmes qui vont devenir récurrents, en fait. Donc ensuite, quand je suis entrée vraiment dans l'analyse spécifique des numéros sur le Québec, ça a été de faire le même travail dans un autre document Excel que j'ai appelé le tableau 2. Et puis, je suis tombée en fait sur, là, c'est encore en travail, 100 numéros en études québécoises depuis 2016. Donc, c'était de prendre des notes sur les thèmes, sur les approches, sur les enjeux théoriques et méthodologiques, ce que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Et donc, sur ces 100 numéros-là, donc dans 100 numéros dans 140 revues. Si on y va dans un chiffre plus global, c'est 100 numéros dans 690 livraisons. Donc, ça vous donne une idée quand même de la quantité de numéros de revues et de la proportion, ce qui fait environ 20% des numéros qui portent exclusivement sur le Québec. Donc, après, c'est des chiffres qui pourraient quand même bouger si j'élargis à d'autres critères encore, là, mais on va aller un peu le tableau 2, donc avec vraiment les numéros spécifiques sur le Québec, la colonne C qui était sur plus le résumé, la thématique, en fait, de ce numéro-là, D sur les enjeux théoriques, E sur les enjeux méthodologiques, puis ensuite une section de notes à l'infini sur le contenu des numéros. On y va donc vers l'interprétation de ces beaux résultats-là. D'abord, je voudrais rappeler que l'histoire des revues québécoises montre en fait qu'elles sont des véhicules privilégiés donc des idées, des idéologies, des débats en cours au Québec. Les revues savantes ne font pas exception, en fait. Elles sont au cœur de la production des connaissances et du savoir. Puis la périodicité les pose, les revues savantes, entre le savoir en train de se faire et l'actualité. Donc, c'est vraiment une posture, un positionnement qui est intéressant et qu'il faut prendre en compte. Parce que ce que j'ai vraiment remarqué assez tôt, c'est qu'il y a plusieurs événements au mouvement, en fait, qui ont orienté les numéros dédiés au Québec, puis qui ont vraiment structuré les échanges, puis le discours social même. Donc, évidemment, la pandémie, on n'arrivera pas à passer par-dessus. On rencontre des difficultés pour chaque discipline. On explique la difficulté d'être à distance. Souvent, il y a même des pauses dans les publications de plusieurs numéros. Dans les revues, il y en a qui ne publient plus. Ça disparaît. Évidemment, les polémiques sur l'appropriation culturelle et la laïcité dans les dernières années avec la production slave, la Charte des valeurs qu'on oublie ou qu'on voudrait oublier, la loi 21, par exemple. Ensuite, les 2 vagues du mouvement MeToo également ont vraiment irrigué plusieurs numéros là, en approche et en études plus féministes. Le 375e de Montréal, c'est un peu moins net, mais il y a quand même certains dossiers qui portent sur cette thématique-là. Puis finalement, le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada qui a été déposé en 2015 ou 2016 là, et le mouvement I Don't Know More. Donc, si on y va d'une petite liste de thématiques, je ne vais pas les nommer explicitement puisque vous verrez tantôt qu'elles vont revenir dans les approches plus méthodologiques et théoriques. Mais quand même, c'est des sujets connus. C'est ce qu'on voit en parenthèse, c'est le nombre de dossiers qui sont dédiés à ces thématiques-là.
Ensuite, les revues savantes, je voudrais aussi souligner que c'est le lieu par excellence des bilans critiques. J'ai croisé quand même beaucoup de numéros anniversaires, de dossiers rétrospectifs sur les disciplines. C'est vraiment le lieu de la recherche du savoir en train de se faire. Et c'est dans les revues savantes qu'on se prête particulièrement à cet exercice-là. Donc, on appelle aussi au renouvellement des pratiques d'enseignement, des enjeux de la recherche. On sent que dans le contexte néolibéral, voire utilitariste de l'université, de la perte de vitesse des sciences humaines et des sciences sociales, on se pose beaucoup de questions sur comment se positionner dans les revues savantes. Également à l'ère du numérique. Puis, la revue savante est encore le lieu de publication des actes de colloques. Il y a énormément d'actes de colloques. On voit aussi que les enjeux de la recherche se passent donc dans ces dossiers-là. Puis évidemment, l'apparition est plus rapide pour les actes de colloque en revue savante que dans par exemple, l'ouvrage collectif. Donc, ça s'y prête tout particulièrement dans les revues savantes. Puis finalement, il y a beaucoup quand même de dossiers jeunes chercheurs. Vous voyez, j'en ai 4 sur les 100 dossiers au total qui, de manière générale, remettent en question les présupposés, se présentent comme étant la fine pointe de la recherche ou du moins des recherches plus novatrices pour ce qui est des dossiers jeunes chercheuses et jeunes chercheurs. Vous avez des exemples ici. Toutes les couvertures que vous allez voir, c'est donc des numéros dédiés au Québec dans mon corpus de revues. Donc, le palmarès, sans grande surprise, Voix et images, qui vient rafler la première place avec 15 dossiers dédiés au Québec. Évidemment, c'est le lieu de la recherche en littérature et en culture québécoise. Ensuite, le bulletin d'histoire politique, quand même, avec 14 numéros aussi. Circuit, musique contemporaine avec 7 livraisons sur le Québec, recherche sociographique également avec 6, et puis documentation et bibliothèque avec 5 numéros, qui est une revue en bibliothéconomie et puis en archivistique et en communication. Ce que moi je trouve intéressant aussi, c'est que dans ces revues-là, évidemment, c'est quand même des plus grosses machines, on va dire ça comme ça. C'est une périodicité qui est plus fréquente, c'est des plus grosses équipes, c'est plus de moyens de manière générale, donc c'est pour ça aussi qu'elles se retrouvent dans le palmarès, c'est parce qu'elles ont une périodicité plus grande et qu'elles ont l'infrastructure capable, en fait, de publier à ce rythme-là. Donc, allons-y avec l'interprétation vraiment des résultats, les tendances de la recherche, donc en études québécoises, les enjeux théoriques et méthodologiques. Donc, de manière générale, il y a une valorisation de l'approche intersectionnelle dans les sciences humaines et sociales. Évidemment, c'est tiré des perspectives afroféministes intersectionnelles dont on a certainement parlé ce matin. Je ne pouvais pas être connectée sur Zoom, mais je suis certaine qu'on a su la fine pointe de ces recherches-là. Ce que moi, j'ai remarqué, par contre, c'est que c'est souvent dépouillé du fondement critique racial. On vient marginaliser souvent les personnes racialisées. Elles ne sont pas, en fait, les productrices du savoir. Donc, souvent, c'est même confondu avec la notion de diversité dans les études culturelles ou interculturelles et médiatiques. C'est comme un nouveau coffre à outils à la mode. Moi, j'ai senti vraiment que pour rendre les sciences humaines et sociales inclusives, l'intersectionnalité, là, c'était vraiment le truc qu'il fallait travailler. Donc, parfois, c'était fait un peu bâclé, puis c'était surtout pour dire, ah, voilà nos angles morts, particulièrement en histoire politique ou en histoire générale. On était conscient, par contre, de ces angles morts-là, mais c'est pas les études qui proposaient, en fait, ce coffre à outils-là. Après, la popularité de l'histoire culturelle en sciences humaines et sociales ne tarit pas. C'est depuis plus de 15 ans, mais vraiment, on sent qu'il y a même un renouveau qui permet d'étudier souvent des corpus plus négligés de l'ordre du populaire ou du médiatique. On voit également l'émergence des médias culture en France et c'est aussi des théories qui sont reprises de plus en plus dans les revues francophones. Les médias culture, donc, qui sont un peu posés comme le relais des cultural studies britanniques, un aspect un peu plus critique face à ça et aussi posé sur des objets francophones. Donc, on sent qu'il y a comme des concepts qui sont un petit peu plus particuliers et qui peuvent se prêter plus au corpus québécois. Souvent, en fait, les cultural studies et l'histoire culturelle, telle que je l'ai vu, s'allient avec des concepts principaux des études de genre, évidemment des queer studies aussi. Donc, on sent que c'est quelque chose qui est nébuleuse, en fait, là, qui fédère beaucoup de concepts. Et c'est également à la base du courant de la nouvelle sensibilité historique. Donc, vous avez quelques numéros, en fait, du bulletin d'histoire politique et de la revue Men's, où on cherche à réinterpréter des mythes historiques, à réfléchir aux périodes charnières de l'histoire du Québec. Donc, énormément de numéros. Évidemment, tantôt, le bulletin d'histoire politique était le deuxième, donc je vous rappelle, avec le plus de numéros sur le Québec. Ensuite, la table ronde était sur ce sujet-là tantôt, et puis je pense que ça a été un des questionnements principaux, l'accessibilité et la diffusion des sources et des savoirs
Donc, je sens qu'en bibliothéconomie, surtout, on questionne énormément le numérique et justement, qu'est-ce qui est diffusé, qu'est-ce qui est rendu accessible. Ce que je voyais, en fait, c'est que il y a des problèmes d'encodage. En bibliothéconomie, on se pose la question, les usagers, usagères cherchent quelque chose, n'arrivent pas à trouver dans les banques de données puisqu'ils n'ont pas le même vocabulaire que ceux qui encodent ou que ceux qui font la recherche. Donc, ça semblait quelque chose qui revenait. Quel document on sélectionne, on met justement disponible. Ça a probablement été discuté tantôt. Également, les nouvelles plateformes pour diffuser le savoir, donc la matérialité des savoirs, qui est plutôt, en fait, une dématérialisation des supports. L'archive, on en a parlé un peu tantôt, qui est souvent accessible sur le web, connaît évidemment un intérêt renouvelé, qui provoque souvent la redécouverte de fonds, la relecture, en fait, de certains journaux ou de revues, avec évidemment souvent un nouvel appareil théorique, mais également de rapports gouvernementaux, comme celui de la Commission de vérité et de réconciliation, qui a été énormément étudié. C'est vraiment intéressant, puisqu'il était rendu disponible en ligne. C'était un des premiers qui l'était pour les chercheurs. Ensuite, les documents juridiques qui sont faits sur le web, parce qu'avec la pandémie, parfois, il y a des choses qui ont été faites directement en ligne sans avoir de matérialité physique, on va dire comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose sur l'archive. Et puis, en fait, sur tout ce que vient faire en remédiation, le fait de travailler avec les archives en génétique, vraiment des textes littéraires, on voit qu'il y a tout un travail qui doit se faire sur le paratexte, sur le choix des documents. Vous m'excuserez, c'est en vrac là, quand même comme présentation, là, c'est très dense, là, mais on voit qu'en études littéraires, il y a vraiment une question de la remédiation qui est très pertinente. En sociologie des médias aussi, on se pose ces questions-là, et en histoire culturelle de manière générale. Ensuite, le numérique amène une dimension que je connaissais moins, la participation citoyenne et le crowdsourcing. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais en bibliothéconomie, on se pose ces questions-là vis-à-vis des institutions publiques. C'est très intéressant. Comment on pourrait impliquer davantage le citoyen dans des communautés en ligne, un peu l'idée du forum, là. Et en fait, pour rendre un peu plus démocratique l'information ou le savoir, rendre les institutions plus transparentes par rapport à la gestion de leurs projets. Donc, c'est quelque chose que je trouvais pertinent, mais est-ce que ça s'applique vraiment aux sciences humaines, par exemple? Je ne suis pas tout à fait certaine, mais je trouvais intéressant cette approche-là en bibliothéconomie. Puis finalement, toutes les recherches en jeux vidéoludiques qui utilisent l'intelligence artificielle et les algorithmes et qui veulent se mêler d'une manière étonnante avec les entreprises privées qui, eux, ont les fonds, évidemment, pour gérer tout ce qu'on disait tantôt, l'infrastructure numérique qui est plutôt difficile à construire. Ensuite, quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant, c'est la consolidation des approches collaboratives. Donc, des approches qui sont issues d'une chercheuse maori qui ont émergé au Québec sous le nom de recherche-action ou recherche participative, qui étaient vraiment liées aux nouvelles méthodologies en recherche autochtone autour de 2010. Ici, on préconise une nouvelle épistémologie de la connaissance. Ça a été discuté, je pense, la deuxième journée des États généraux avec la décolonisation des savoirs et la recherche autochtone, là. Je pense que c'était dans le regroupement stratégique. Il y a quelqu'un qui est venu présenter aussi, je m'excuse, j'ai oublié son nom, ces approches-là collaboratives en disant c'est très intéressant puisque ça sous-tend un processus de co-construction des savoirs. Ce processus-là est en train de se répandre, en fait, en sciences sociales, puisqu'on travaille en sciences sociales davantage avec des méthodes quantitatives ou des statistiques, par exemple en anthropologie, en démographie, etc., etc. Par contre, ces approches collaboratives-là se heurtent un petit peu plus à des difficultés lorsqu'on arrive dans les sciences humaines. On travaille davantage avec une démarche empirique ou herméneutique. On travaille plus avec une méthode qualitative, des textes théoriques, les articles reprennent pas nécessairement le format paper, c'est plutôt de l'analyse de contenu au discours ou une plume essayistique, ou donc c'est plus difficile de coproduire des connaissances en sciences humaines. Mais par contre, je pense à toutes les équipes de recherche, à ceux qui travaillent de manière interdisciplinaire, qui font en quelque sorte eux aussi une coproduction des savoirs, mais qui ne signent pas nécessairement leurs articles en revue scientifique avec la liste de trolley de 40 noms, comme on peut voir quand on est en sciences sociales. Donc, ça serait intéressant. Je sais que parfois, on va laisser un co-signataire avec les assistants de recherche ou des choses comme ça. J'ai souvent vu ça aussi. Mais clairement, il y a quelque chose en sciences humaines où on signe beaucoup plus de façon beaucoup plus individuelle que dans les sciences sociales. Et donc, c'est intéressant par rapport aux approches collaboratives. Vous voyez ici, j'ai laissé dans le centre, c'est une affiche, en fait, du colloque, si je ne me trompe pas, ou du lancement. C'est parce que j'arrivais pas à trouver la revue Capture, ce numéro-là, spécifique, la notion d'autochtonie, puisque c'est une revue en ligne.
j'arrivais pas à voir la couverture. Mais pour moi, ça, c'est un exemple intéressant d'approche collaborative plus près des sciences humaines, en fait, puisque ce dossier-là, la revue Capture, en 2018, qui était sous la direction de Nadia Mir, qui est une artiste multidisciplinaire Anishinaabe, et de Jean-Philippe Uzel, ils ont travaillé donc dans une perspective comme ça de recherche collaborative pour étudier les productions autochtones francophones, surtout en art visuel et surtout les écrits. C'est comme s'ils chapeautaient le dossier en ayant un aspect ou un regard plus critique face, en fait, aux collaborateurs et collaboratrices qui signaient des articles. Par contre, il n'y a pas, par exemple, de collaborateurs autochtones. Donc, ici, souvent, la recherche collaborative va vraiment mettre les Autochtones de manière à ce qu'ils soient des acteurs importants de la recherche. Ça demande souvent des étapes préalables où on consulte les communautés, par exemple, etc. Donc ici, sur la notion d'autochtonie, on s'est penché sur l'autochtonie dans les littératures francophones, sans nécessairement leur donner une voix, mais du moins celle qui co-dirigeait le numéro avait ce regard-là critique, du moins sur la production. Puis, ça a été pensé aussi dans une approche plus multidisciplinaire. On a des gens qui étaient en histoire de l'art, donc qui ont travaillé plus avec de l'analyse du discours ou des concepts de la sémiologie. Donc, c'est quand même un numéro intéressant là, pour ce qui est des approches collaboratives en sciences humaines. Ensuite, les perspectives décoloniales, c'est tout à fait dans la lignée de ce que je présentais précédemment. On voit l'émergence des Critical Heritage Studies, qu'on peut traduire par un champ d'études critiques et multidisciplinaires en patrimoine. Donc, on voit ça dans les revues de muséologie, en histoire de l'art, en ethnographie. Pour moi, j'entends beaucoup les Cultural Studies derrière ça, mais avec une approche vraiment plus critique des objets. Également, il y a une mise en valeur de l'éco-poétique et de la géopoétique en études littéraires, mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui se préparait quand même depuis un bout. Là. Peut-être l'éco-poétique, c'est peut-être plus précis. Finalement, il y a énormément de revues, en fait, qui ont des dossiers donc pour réécrire l'histoire encore, mais en incluant la participation active des Autochtones, un peu comme la série qui se fait à Télé-Québec présentement, là, Décoloniser l'histoire, où on cherche, en fait, donc à mesurer, à expliquer, à mettre de l'avant, en fait, les mouvements socio-culturels, littéraires, artistiques qui ont balayé le Québec, et en fait, à inclure les Autochtones dans ça. Puis après, pour ce qui est des littératures autochtones de langue française au Québec, on voit qu'il y a vraiment tout un courant qui se fait là, pour imaginer un futur décolonisé, étudier ses productions littéraires et visuelles, par exemple. Après, sur les recherches collaboratives, je voudrais juste ajouter, j'ai remarqué souvent qu'au Canada anglais ou aux États-Unis, on en parle comme si c'était un exemple à suivre et donne davantage la parole justement à des chercheurs et des chercheuses autochtones. Comme si au Québec, ça a été dit aussi dans une des interventions cette semaine, là, comme si le chercheur Wendake, là, on avait de la misère au Québec, avec tout l'aspect politique qui est lié aux communautés autochtones, à les inclure, à vraiment avoir une recherche collaborative importante. Puis, un des exemples sur ça, c'était que souvent, on arrivait à mieux comprendre les archives de ces communautés-là, puisqu'on avait quelqu'un qui parlait la langue, par exemple. Donc, on redécouvrait ces archives-là, puis on était capable de mieux les utiliser, les interpréter, les conserver, par exemple. Finalement, l'interdisciplinarité, la recherche-création, évidemment, c'est répandu dans les arts vivants, les arts visuels, en enseignement de l'art dramatique. On sent que ça commence à émerger davantage en muséologie, en musicologie. Ça se prépare aussi depuis plusieurs années en études littéraires. On les revendique beaucoup en histoire culturelle aussi, dans la mise en commun des savoirs disciplinaires pour penser, entre autres, la vie culturelle. Comme le numéro de Voix et Images, la révolution littéraire des années 40 au Québec, là, tout petit en bas. Finalement, il y a énormément de revues aussi qui cherchent à renouveler, en fait, des dossiers qui s'inscrivent dans le renouvellement des études sur la francophonie canadienne. Donc, un champ de recherche qui négocie les relations de pouvoir à l'intérieur du champ universitaire canadien de manière générale. Pour repenser la place du Québec dans les communautés francophones du Canada, on interroge sa position hégémonique, on essaie de dénouer ces nœuds-là. Souvent aussi, ces dossiers-là vont mettre en valeur la génération montante en Acadie dans les provinces de l'Ouest. La revue Analyse, malheureusement, n'a pas de couverture là, puisqu'elle est en ligne seulement, mais ils ont quand même signé assez récemment un dossier sur ce sujet-là. Et puis, finalement, en histoire, c'est surtout d'étudier en fait les communautés francophones des États-Unis et les liens avec le Québec et les transferts culturels qui se sont faits. Mais c'est tout à fait novateur. Puis finalement, pour quelques conclusions,
j'ai eu souvent l'impression que mon approche herméneutique et qualitative était difficile face à toutes ces données-là. On parlait du numérique tantôt. Je pense que ces données-là mériteraient d'être rebrassées avec une approche bibliométrique. Est-ce qu'on pourrait chercher des signatures, en fait, qui sont communes, des citations entre les chercheurs dans ces dossiers-là? Est-ce qu'il y a des échanges de publicité qui se font entre les revues? Donc, tout ça pour nous indiquer la circulation des savoirs. Puis aussi, je pense qu'une approche bibliométrique face à ces données-là pourrait permettre de mesurer davantage la contribution des membres du CRILC, parce que je vois toutes plein de belles tendances qui se précisent et qui se dessinent, mais j'avais de la difficulté à pouvoir saisir où étaient les membres, ne serait-ce que par la signature, oui, la direction des dossiers, mais je pense qu'il y a quelque chose de davantage à faire là. Également, pour ce qui est de recenser le sexe de la direction des numéros thématiques, j'y ai pensé par la bande un peu trop tard. En me disant, ben, on est loin de la parité, ça c'est clair, mais j'aurais aimé ça savoir un peu plus quelle était la proportion des dossiers signés par des femmes. Puis finalement, pour ce qui est de la résurrection récente de Globe, je fais appel à vous, puisque j'ai vu un appel de texte, en fait, pour l'an passé. Puis je sais pas si c'est avec les difficultés de financement, que la diffusion des recherches en français, là, vraiment depuis les années 2000, on sent que dans les sciences sociales, de manière générale, l'anglais devient la langue principale de la recherche universitaire, puis que les sciences humaines résistent encore. Mais j'ai l'impression que Globe s'est fait peut-être happer par ça, si quelqu'un peut m'éclairer. Puisque ce que je vois d'emblée, c'est un manque à combler, là. Une revue savante interdisciplinaire en études québécoises, quelque chose d'envergure internationale. Pour reprendre l'expression de Ursula Moser ici cette semaine, un regroupement de réseaux, un endroit où est-ce qu'on pourrait fédérer nos recherches, évidemment bilingue, avec des articles en traduction. Je parlais du format paper tantôt, qui encore là se prête moins avec les recherches en sciences humaines, mais parfois plus facile avec la traduction. Donc, je pense que ça serait évidemment quelque chose, mais c'est une revue, c'est tellement intense à porter pour ceux et celles qui sont directeurs et directrices, le savent à quel point c'est beaucoup de temps bénévole. Et puis... Des numéros, en tout cas, moi, j'ai fait des évaluations de numéros pour tant mieux. Il y a 2 ans de ça. Ah, 2 ans, hein, ils sont pas parus encore, donc j'imagine que ça va venir, parce qu'il y avait, en tout cas, il y avait quelqu'un qui... tant mieux. Pour faire une évaluation. C'est une bonne nouvelle de voir. Puis finalement, ben, en faisant cette recherche-là, j'avais envie d'aller voir dans les revues internationales. On dirait que c'était comme si j'avais fait le truc un peu à moitié, voir quels étaient même si c'était des données immenses, là, le rayonnement des chercheuses et des chercheurs, du CRILC, des équipes de recherche dans les revues francophones ou internationales. Tu sais, ça aussi, ça serait super stimulant à voir comment ils se positionnent. Fait le travail à moitié. Non, mais dans le sens où c'est quelque chose qui pourrait compléter. Oui, juste en allant chercher des grands noms de revues, là, sans faire encore un autre truc aussi intense. Moi, je suis flabbergastée. Et voilà, on va conclure sur ça. Bravo! Donc, Élie, je vous invite à venir vous asseoir avec nous. Je vous remercie d'avoir mis la table avec cette présentation vraiment très, très riche, pleine de données. Et je suis sûr que nos invités et le public pourront se reporter à vos résultats pour nourrir leur réflexion, puisqu'on va bientôt engager la discussion. D'abord, je vais vous présenter nos invités par ordre alphabétique. Je les remercie tous et toutes d'être avec nous ce soir. Peut-être nous mettre l'image de nos 2 autres participantes qui vont être avec nous. Mais tout d'abord, nous devions avoir comme invité le professeur au département d'études littéraires de l'UQAM et membre du CRILC, Luc Bonenfant, mais il n'a pas pu être là avec nous. Mais il nous a envoyé au moins sa déclaration d'ouverture que va nous lire tout à l'heure Charlotte Biron. Charlotte, je vous inviterai à venir vous asseoir avec nous puisque je vais vous céder... Comment? Moffett. Oh, pardon. Oui, j'ai mélangé complètement. Donc, et bien entendu, Luc Bonenfant était là pour représenter la revue Voix et Images, qui est consacrée, vous le savez tous, à la littérature québécoise. C'est un spécialiste de poésie du 19e siècle et il s'intéresse en France et au Québec et il s'intéresse au genre bref, notamment le conte québécois contemporain. Nous avons aussi le plaisir, si on pouvait peut-être... Elles sont pas là? Ah oui. Oui, peut-être que dans ce cas-là, je vais présenter Julie qui est avec nous. Et puis, je reviendrai à Catherine Cyr et Amy Ransom qui sont avec nous. Donc, Julie, elle était là ce matin. Elle est là ce soir. Donc,
tout le temps. Quelle endurance! Julie Ravary-Pilon est co-directrice de la revue Nouvelle Vue, une revue savante bilingue en libre accès consacrée aux pratiques, aux théories et à l'histoire du cinéma au Québec. Cette publication invite à des réflexions sur le cinéma québécois et le cinéma au Québec dans une perspective qui vise à renouveler les approches traditionnelles de ces corpus selon des champs et des méthodes variés. Beaucoup de revues font ça aussi. Nouvelle Vue rassemble et mobilise ainsi des connaissances croisées issues des plus récentes recherches portant sur le cinéma avec une ouverture sur la télévision, la vidéo et les créations audiovisuelles numériques au Québec. Je vous présente maintenant Amy Ramson, qui est professeure titulaire de français et d'études québécoises à la Central Michigan University et chef du département des World Languages and Cultures. Elle est également directrice de la revue savante Quebec Studies, organe de l'American Council for Quebec Studies. Elle est auteure de Science Fiction from Quebec, a Post-Colonial Study, et aussi de Hockey PQ, Canada's Game in Quebec Popular Culture. Elle a fait son doctorat en littérature française, mais poursuit des recherches sur les littératures populaires et le cinéma québécois depuis l'année 2000. Depuis lors, elle a publié une quarantaine d'articles savants et de chapitres de collectifs sur la science-fiction, le fantastique et l'horreur. Vous seriez très, très populaire dans notre département, dans la littérature et le cinéma québécois, de même que sur la littérature haïtiano-québécoise. Et elle travaille actuellement à un livre sur le cinéma québécois du 20e siècle. Merci d'être là, Amy. Je vous présente maintenant Catherine Cyr, qui est professeure au département d'études littéraires de l'UQAM. Ses recherches actuelles portent sur les imaginaires du corps, les pratiques immersives et les approches éco-poétiques dans les champs de la littérature et des arts vivants. En plus de collaborer à diverses revues savantes, elle a été membre de la rédaction de la revue Jeux, dont elle a dirigé plusieurs dossiers thématiques comme Paysage du corps, Subversion, Théâtre de la folie, Corps atypique. Elle a aussi publié des textes dans divers ouvrages collectifs, dont au moins le dernier que j'ai fait paraître. Et elle co-dirige maintenant avec Jean-Paul Keinec la revue Percée, qui s'appelait auparavant, comme plusieurs d'entre vous le savez, l'annuaire théâtral. Merci d'être là, Catherine. Donc, je vous explique un petit peu le fonctionnement de cette table. J'ai demandé à tous les invités de nous faire une petite déclaration d'ouverture d'environ 2, 3, 4 minutes pour se positionner relativement à la place des études québécoises dans l'édition savante et peut-être pour mentionner une ou deux voix à privilégier afin d'assurer la présence des études québécoises dans les revues savantes à l'intérieur et à l'extérieur de leurs propres publications. Chacun va pouvoir aussi rebondir sur les propos des autres. Et à la suite de cette déclaration-là, la discussion va s'engager et on prendra quelques minutes pour échanger, puis ensuite on ouvrira bien entendu vers la salle. Donc, on va peut-être commencer par Charlotte Moffett, hein, qui va nous lire la déclaration que nous a envoyée Luc Bonenfant, qui va être là. Alors là, on a un cas de ghosting. Vous devez voir ici en Charlotte Luc Bonenfant. Oui, donc ce ne sont pas mes mots, donc je vais effectivement les lire. Ce sera peut-être un peu dynamique, je m'en excuse. Je commencerai par dire que Voix et Images a été fondée en 1975 à la suite de Voix et Images du pays, 1967-1974. C'est la plus ancienne des revues institutionnelles de l'UQAM. 3 objectifs principaux définissent son mandat. Diffuser les travaux de recherche actuels portant sur la littérature québécoise, contribuer à faire connaître la littérature québécoise à l'échelle nationale et internationale, et stimuler la réflexion critique et théorique sur des auteurs ou des thèmes marquants. La revue publie 3 numéros par année qui portent soit sur des auteurs et des autrices spécifiques, soit sur une problématique, théorique ou thématique, liée à un champ de recherche. Voix et Images occupent une place stratégique dans le développement et le rayonnement des études québécoises ici et à l'étranger, dans la mesure où elle est la seule revue d'envergure internationale qui soit consacrée exclusivement à la littérature québécoise.
de manière à pouvoir poursuivre son mandat de manière adéquate, mais aussi, aurais-je envie de dire, pour rester en phase avec les préoccupations actuelles de la communauté universitaire et de la société civile, Voix et Images porte présentement une attention particulière à 2 enjeux, celui du libre accès et de la circulation des savoirs universitaires et celui de la définition de son mandat. En ce qui concerne le libre accès, je dirai peu de choses, sinon que le comité de rédaction de la revue portera cette année une attention particulière aux nouvelles modalités de publication de la recherche savante dans la foulée des dernières annonces du FRQSC concernant son intégration au consortium Coalition afin d'implanter le libre accès immédiat aux publications scientifiques issues des recherches qu'il finance. Nous comptons agir afin de susciter l'attention d'un public peut-être initialement plus réfractaire au mode traditionnel de diffusion de la recherche. En ce qui concerne le mandat de la revue, je serai plus long dans la mesure où il faut bien reconnaître que, je cite le site web du CRILC, les ancrages de plus en plus diversifiés de la production culturelle, littéraire et artistique contemporaine et de discours critiques et analytiques font en sorte que la référence au Québec ne va plus de soi et que le récit hégémonique, Cambron 1989, dont cette référence était porteuse, n'exerce plus aujourd'hui la même fonction de cadrage. Fin de la citation. Les numéros parus ou à paraître indiquent que la revue mène une réflexion d'ordre épistémologique sur la nature même du syntagme littérature québécoise qui compose son mandat. Il y a Patrice Desbiens, numéro 132 en 2019, qui est un auteur franco-ontarien qui réside à Montréal. Puis, le numéro 140, prévu pour 2022, dirigé par Ariane Delré et Francis Langevin, portera sur les, je cite, « relations littéraires contemporaines entre le Québec et la francophonie canadienne ». On pensera aussi à l'entretien qu'ont mené Stéphane Hinkel et Julien Lefort-Favreau avec Pierre Neveu dans le numéro qu'ils signent sur les espaces démocratiques, où est abordée la question de, je cite l'entretien, « l'identité nationale d'un écrivain et des lieux hégémoniques du pouvoir, de la répartition de la parole ». Fin de la citation. C'est dans cet esprit que la revue souhaite d'ailleurs consacrer un numéro aux littératures des Premières Nations. Un tel numéro est dans la ligne de mire du comité éditorial sans qu'on soit encore arrivé à fixer précisément le numéro qui soulève des enjeux si nombreux qu'épineux. Que faire en effet d'un point de vue critique qui ne serait pas seulement apologétique, du rôle de voix et images et du fait que des Blancs s'intéressent à la littérature autochtone et se donnent la peine de l'interpréter, ce qui est aussi, paradoxalement, il faut bien en convenir, une manière de lui accorder de l'importance. Que faire aussi du fait institutionnel qui consiste en ce que Voix et Images est une instance de légitimation qui s'occupe de littérature québécoise, alors que les littératures des Premières Nations ne sont pas nécessairement assimilables à la québécoise. Ces 2 seules questions, parmi les nombreuses questions posées par l'existence des littératures autochtones, obligent de poser une réflexion qui soulève en retour la question de ce que je nommerais la fonction de voix et images. Je m'explique pour terminer. Au moment de sa fondation, Voix et Images avait une fonction d'accompagnement de la littérature québécoise alors jugée naissante. Au fil des années, elle est devenue une revue de référence dont la valeur est indiscutable. Devant l'effervescence que connaît la littérature québécoise depuis environ 20 ans, le comité de rédaction juge qu'il était primordial que Voix et Images exerce à nouveau sa fonction de légitimation en se consacrant à l'accompagnement des œuvres émergentes de manière à refléter le dynamisme de la vie littéraire québécoise actuelle. Tout ceci pour dire que, à Voix et Images, nous ne sommes pas sourds au débat entourant la légitimité du syntagme littérature québécoise avec ce qu'il sous-entend d'inclusion et d'exclusion possible. Mais nous entendons poursuivre la réflexion en l'arrimant de manière durable aux exigences intellectuelles et sociales du Québec contemporain. C'est dans cette perspective épistémologique que Voix et Images intitulera son numéro de 50e anniversaire « Bilan et perspectives des études québécoises ». Ce numéro sera dirigé par Martine-Emmanuelle Lapointe et Rachel Nadon. Merci beaucoup, Charlotte, de t'être fait la représentante de Luc Bonenfant, qui a quand même posé des questions très, très intéressantes par rapport justement à
non seulement à la place des études québécoises, mais de quelle étude québécoise il s'agit, des questions qui avaient été aussi déjà bien présentées par Lucie Robert dans sa conférence d'ouverture et qui continuent, je pense, de nous interroger et qui interrogent peut-être d'une manière un petit peu différente les revues savantes elles-mêmes, puisque quand on regarde leur contenu, on est obligé de voir qu'il y a beaucoup de choses qui débordent de la revue, des études québécoises. Maintenant, je céderai la parole à Amy Ransom pour nous faire sa déclaration d'ouverture. OK, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir d'être là. Je vais corriger ma biographie un tout petit peu. Je suis heureusement ex-chef du département. Donc, je me suis... Très chanceuse. Oui, voilà. Alors, bon, peut-être comme vous savez, Québec Studies est une revue interdisciplinaire dédiée à publier des articles savants qui s'adressent à presque tout aspect de la culture et de la société québécoise. Nous avons été fondés en 1983 comme l'organe de l'American Council for Quebec Studies. Alors, nous sommes très différents, n'est-ce pas, parce que nous sommes basés aux États-Unis et nous avons été fondés, je m'imagine, pour créer un débouché pour des chercheurs états-uniens. Mais à travers le temps, comme vous allez voir, comme vous avez vu, nous publions des textes par des chercheurs internationaux et de plus en plus, ce sont des chercheurs québécois et canadiens qui sont peut-être la majorité de nos contributeurs. Quoi d'autre avais-je à dire? C'était aussi notre mission inclut pourtant le but de disséminer de la recherche sur d'autres communautés et cultures francophones en Amérique du Nord. Alors, notre contenu, ce n'est pas 100% le Québec, mais par exemple, nous avons récemment eu 2 dossiers importants qui ont été inspirés par notre réunion à la Nouvelle-Orléans. Alors, des articles dédiés à l'étude de la Louisiane francophone. Nous n'avons pas vraiment de politique théorique, méthodologique. Nous voulons vraiment faire, disons, exposer tout ce qu'il y a de possible comme discipline, approche, méthodologie, thématique, mais il faut admettre que la majorité de nos membres et de nos contributeurs, des membres de l'American Council for Quebec Studies, ce sont des profs de français enseignants aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Québec. Donc, la majorité des textes qui paraissent dans nos pages, ce sont des textes axés sur la littérature. Alors, en ce qui concerne des voix à privilégier, je suis vraiment ici je suis relativement nouvelle dans cette position. Ça fait 2-3 ans. Et alors, je suis ici vraiment pour apprendre de vous les enjeux présents, de m'informer, etc. Alors, merci. Merci beaucoup, Amy, de la présentation de votre revue et d'indiquer aussi comment celle-ci a évolué dans le temps comme un lieu de publication, surtout pour les chercheurs états-uniens. Et de plus en plus, les chercheurs viennent soit de beaucoup d'autres pays ou encore du Québec et j'imagine aussi du reste du Canada. Maintenant, je céderai la parole à... Je vais garder Julie qui est tout près de moi pour la fin. Donc, toujours le cinéma pour la fin. Oui, alors je vais céder la parole à Catherine Cyr qui se trouve, elle aussi, venir des arts vivants. Merci Hervé. Merci en fait au CRILC et à Hervé pour cette belle invitation. C'est très rare que les revues et les personnes qui y travaillent
ont l'occasion comme ça d'échanger, des réflexions croisées. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Merci aussi à Élise pour cette présentation et ce travail que tu as partagé avec nous en amont de la rencontre d'aujourd'hui, qui est vraiment très riche, comme Hervé l'a dit. Alors, je commencerai moi aussi par faire, comme mes deux collègues qui m'ont précédé, un petit tracé historique, histoire de bien comprendre où se situe la revue Percé, quel est l'endroit, le lieu d'où l'on parle. Donc, le positionnement de la revue Percé quant à la place des études québécoises au sein de ces pages a fluctué avec les années. Il faut savoir qu'au moment de la fondation de la revue, en 1985, revue qui s'appelait alors l'Annuaire théâtral, et qui était d'ailleurs dirigée par Jean-Marc Larue, que vous connaissez bien au CRILC. Donc, cette revue était liée à une société savante, soit la Société d'histoire du théâtre du Québec. Donc, avec un nom comme celui-ci, ça s'entend. Hein? C'est donc dire qu'au moment de sa fondation et jusqu'en 1992, jusqu'au début des années 90, sa mission, comme celle de cette société savante, est axée sur le théâtre québécois et elle se veut d'abord historique. Donc, c'est assez précis, assez restreint comme mandat. Ensuite, avec les années, la revue va connaître, je dirais, du tournant des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on pourrait identifier comme 3 grands mouvements d'ouverture. Et qui sont des mouvements que va connaître en parallèle, en fait en symbiose peut-être, la société savante à laquelle se rattache la revue, qui va changer de nom pour devenir éventuellement la Société québécoise d'études théâtrales. Donc, on voit ici une migration du positionnement du Québec au sein même du nom de la société. Donc, pour ce qui est des 3 mouvements d'ouverture de la revue que j'évoquais tout à l'heure, il va y avoir tout d'abord un mouvement d'ouverture théorique. Donc, peu à peu, d'autres disciplines que celle de l'histoire seront invitées. La revue va ouvrir ses pages à la sémiologie, à l'esthétique théâtrale et à d'autres perspectives. Je m'attarde pas trop longtemps sur ce premier mouvement puisque c'est pas vraiment celui qui nous occupe. Le deuxième mouvement, c'est ce qui nous intéresse ici, sera un mouvement d'ouverture géoculturelle, c'est-à-dire où les objets d'étude ne seront plus uniquement québécois. Donc, on ne se penchera plus uniquement strictement sur la dramaturgie ou sur la pratique théâtrale québécoise, mais pourront fédérer sous une même thématique des réflexions qui portent sur le théâtre d'ici et d'ailleurs. Les numéros pourront également porter entièrement sur des pratiques théâtrales étrangères. Je pense par exemple à un numéro qui portait sur la scène théâtrale africaine. Ce mouvement est d'ailleurs lisible, on l'entend, dans le sous-titre de la revue qui se lit comme suit « Revue québécoise d'études théâtrales » et non pas « Revue d'études théâtrales québécoises ». Donc, on voit encore une fois une sorte de migration du Québec au sein du nom. Ensuite, le troisième mouvement d'ouverture concerne l'élargissement du champ disciplinaire, où la revue, à partir du tournant des années 2000, va s'intéresser de façon accrue à toutes les disciplines des arts de la scène, soit le théâtre bien sûr, mais aussi la danse, le cirque, le mime, la performance, les arts interdisciplinaires, et ça, tant en ce qui concerne les pratiques québécoises que ce qui se passe à l'étranger. Maintenant, est-ce à dire que les études québécoises occupent dorénavant la part congrue de notre production? Je ne le pense pas. Il y a eu certes un mouvement de décentrement, mais certainement pas une dynamique d'érosion ou d'effacement. La revue s'est transformée en même temps que s'est développée et que continue de se développer la Société québécoise d'études théâtrales à laquelle elle se rattache. Donc, ces dossiers, les enjeux qu'elle porte et qu'elle choisit de mettre de l'avant sont à l'image des travaux et des champs d'intérêt des membres de l'association. Donc, nos publications cherchent à être le reflet, sinon le creuset,
des recherches qui sont menées dans chacun des 4 axes de la société savante. Donc, je vous les nomme, ces 4 axes. Théâtre et formation, recherche-création, théorie et critique, et finalement, théâtre québécois d'hier à aujourd'hui. Donc, on voit que la présence du théâtre québécois, elle demeure. Les études québécoises se trouvent donc toujours prises en compte et valorisées par la SCET, prises en compte et valorisées par Percé aussi. Parfois, un dossier entier va leur être consacré. Je pense entre autres à un récent dossier autour de la metteur en scène Brigitte Hankins. Bon, évidemment, Brigitte Hankins vient de France, mais elle est installée ici depuis une trentaine d'années. Je pense également à un dossier récent de la revue Percé, le numéro 3, autour des pratiques pédagogiques. Donc, la totalité des articles du dossier étaient produits par des chercheuses québécoises et s'intéressaient à des pratiques d'enseignement, des pratiques pédagogiques, enseignement du théâtre au Québec. D'autres fois, les études québécoises vont plutôt cohabiter avec d'autres perspectives. C'est un peu ce que présentait Élise tout à l'heure. Les perspectives québécoises seront disséminées, croisées avec d'autres perspectives, donc dans un numéro qui est plus international. C'était le cas du numéro 1-2, donc le numéro inaugural de Percé qui portait sur les corps scéniques, texte, textualité, où là, les études québécoises étaient mises en hétérogénéité avec d'autres perspectives, où on a cherché vraiment à établir un dialogue fécond avec ce qui se fait à l'étranger, notamment en investissant l'axe des Amériques. D'autres fois encore, les études québécoises ne se trouvent pas au cœur du dossier thématique, mais alors elles vont occuper tout l'espace des articles hors dossier. Il faut savoir que dans une revue, c'est le cas dans la plupart des revues savantes, on a un dossier thématique principal, mais on a également des articles hors dossier. Par exemple, le numéro qu'on vient tout juste de faire paraître, Dramaturgie française contemporaine, comme son titre l'indique, porte exclusivement sur les dramaturgies de France, mais les articles qui sont publiés hors dossier thématique sont des articles qui portent exclusivement sur le théâtre québécois. Donc, il y a une vigilance au sein de la revue pour maintenir cette présence-là du théâtre québécois. D'autres fois encore, c'est mon dernier exemple, la revue va plutôt valoriser des perspectives collaboratives. Donc, on a en cours de production en ce moment un numéro qui porte sur les protocoles de création dans les arts vivants autochtones. Et donc, on a choisi de faire travailler en duo, en tandem, une chercheuse québécoise et Jill Carter, qui est une chercheuse autochtone, pour justement travailler dans la co-construction des savoirs québécois et bien sûr les savoirs autochtones. Je vais sauter une petite ligne. Oui, alors je pense que ça reflète aussi ce qu'on observe parfois du côté des autres revues, donc cette idée d'une dissémination ou d'un entrelacement des perspectives québécoises avec d'autres perspectives. Je terminerai cette présentation en abordant la question soulevée par la question à laquelle on nous avait demandé de réfléchir, comment assurer une présence des études québécoises au sein des publications. Donc, je dirais pour la revue Percé, qui, comme quelques autres revues, ne s'inscrit pas strictement ou spécifiquement du côté des études québécoises, d'assurer une présence importante des études québécoises au sein de la publication. C'est d'abord, comme je le disais tout à l'heure, de faire preuve de son comité de rédaction. C'est là où se prennent les décisions éditoriales, les choix des dossiers thématiques à venir. Pour nous, il s'agit de s'assurer d'une présence soutenue des recherches qui portent sur les arts vivants au Québec dans chacun de nos numéros, mais bien sûr à différents degrés. Il s'agit aussi de mettre de l'avant les travaux de recherche et de recherche-création des chercheurs et des artistes-chercheurs du Québec. Ça revient donc à tisser et à maintenir des liens serrés avec le milieu québécois de la recherche et de la recherche-création, qui était également un point important du rapport transmis par Élise, donc la place qu'occupe la recherche-création. Dans notre cas, c'est essentiellement la recherche-création québécoise qui est mise de l'avant.
Finalement, peut-être un dernier élément de réflexion, je pense que il s'agit aussi de développer et de soigner la relation avec le lectorat. Donc, pour nous, c'est de maintenir cette relation très serrée avec la SCET, maintenir une relation également avec les étudiants, étudiantes, donc les chercheurs en émergence des deuxième et troisième cycles, et chercher à développer de nouveaux réseaux. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs avec l'établissement d'un nouveau comité scientifique refondu international, mais qui est en dialogue donc avec ce qui se fait ici au Québec. Donc voilà, je pourrais continuer longtemps, mais je sens que j'occupe un peu trop d'espace, alors je vais plutôt céder la parole à Julie qui me suit, je crois. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir déjà soulevé des questions qui sont importantes pour les revues, celles des questions de gouvernance, des questions de lectorat, des questions de réseau, qui sont aussi, bien entendu, importantes pour un centre de recherche, mais je cède la parole tout de suite à Julie, même si je l'ai gardée pour le meilleur pour la fin. C'est parfait, parfait. Ça me fait plaisir de terminer ce cercle d'ouverture. Donc, en fait, nouvelle vue. Merci, j'adore. On est du monde en audiovisuel, fait quand on a du visuel, on est content. Donc, c'est ma bibliothèque, ça. C'est moi qui ai pris cette photo-là. Alors, vous allez voir, Nouvelle Vue, c'est pas mal do it yourself, mais on est très fiers, en fait. Bon, je vous raconte l'histoire parce que donc, Nouvelle Vue publie des thématiques, des numéros thématiques proposant des ensembles d'articles théoriques, historiques ou analytiques, des comptes rendus de lecture, des entretiens et des documents inédits, comme tu disais tout à l'heure, comme le font la plupart des revues. Les enjeux qui sont abordés visent notamment à démontrer la pertinence et l'actualité des approches prenant un corpus national. Et puis ça, ici, c'est une particularité là, sur laquelle on voulait appuyer. Nouvelle Vue s'intéresse autant à la production du cinéma passé, présent et en développement au Québec, mais aussi à la diffusion et à la réception du cinéma au Québec. Donc, du cinéma à l'international par le biais de ces festivals, par exemple, ou de ces institutions, les rétrospectives à la Cinémathèque, tout ce qui se passe en termes de diffusion et réception au Québec, ça nous intéresse. J'ai dit cinéma, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on a la définition large de cinéma et d'audiovisuel. Donc, cinéma d'auteur, cinéma grand public, passant par le documentaire, le cinéma amateur, le cinéma utilitaire, le cinéma expérimental et le cinéma militant. Est-ce que je peux te demander de nous mettre la page du comité, donc dans À propos? Parce que je veux l'équipe, super, merci beaucoup. Donc, bon, ça, c'est nos longs CV, là. Vous allez comprendre pourquoi on est encore toutes post-doc et on se cherche une job. Mais juste en bas, le comité de rédaction et le comité scientifique, parfait, on peut le laisser là, c'est super. Donc, créée à l'Université Concordia en 2003, la revue Nouvelle Vue a d'abord été dirigée par Bruno Cornelier, qui est maintenant professeur, mais qui était à ce moment-là étudiant. Puis, je précise étudiant, vous allez voir pourquoi. Donc, elle fait ensuite de 2007 à 2009 sous la responsabilité de Sylvain Duguay, qui est décédé tragiquement en 2017. D'ailleurs, la présente équipe de direction souhaite rendre hommage à ce chercheur et enseignant admiré de tous et toutes en poursuivant son travail. Nouvelle Vue est par la suite devenue une revue savante sous la direction de Jean-Pierre Sirois-Trahan, qui est professeur à l'Université Laval et qui fut son directeur de 2010 à 2018. Et c'est là où on entre en scène. Maintenant, la revue est publiée en partenariat avec l'Observatoire du cinéma au Québec, le Laboratoire Cinémédia et le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal par Thomas Carrier-Lafleur, Louis Pelletier et moi-même. Nous sommes tous les trois postdoctorants ou étions postdoctorants à ce moment-là au département d'études cinématographiques à l'Université de Montréal. On est super fiers de vous dire en fait que depuis 2020, sous notre direction, Nouvelle Vue est rentrée dans Érudit. Et puis ça, c'est une grande victoire pour nous parce que, comme vous le savez, Érudit, c'est un grand consortium de recherche. On est super content de se retrouver au sein de toutes ces revues savantes et culturelles chez Érudit, mais aussi parce qu'on est allé chercher le financement avec, je remercie Suzanne Paquet, directrice du département en histoire de l'art et études cinématographiques. Tout ça s'est passé, en fait, de 2018 à 2020. Et aussi la FAS, qui n'avait pas de financement pour les revues si on n'était pas professeur. Et que là, ça brassait. Hein? On n'est pas professeur, croyez-moi, on voudrait, on est postdoc, on essaie de tenir une revue, c'est le temps. Elle dit, oui, madame, on va vous les donner vos centaines de dollars. J'ai dit,
remercie beaucoup. Donc, alors, on a eu le soutien du vice-rectorat à la recherche de la FAS, Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal. On les remercie. Et par la suite, avec ces sous-là, en fait, on a pu payer, en fait, un secrétaire de rédaction, un site Internet qui a été fait par Julien Charbonneau. On a renouvelé notre comité de rédaction, notre comité scientifique aussi. Beaucoup de gens sont restés, d'autres sont partis, certains sont arrivés aussi. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, on a eu quelques sous, en fait, le plus qu'ils pouvaient nous donner du département et de la FAS pour par la suite rentrer avec et faire partie de l'enveloppe budgétaire de Érudit qui nous permet maintenant, mon Dieu, quand on a su le montant d'Érudit, on était vraiment contents parce que c'est une enveloppe, en fait, nous, on nous a expliqué, c'est une enveloppe qui est répartie par les revues du même montant et on s'attendait pas à ça, on est bien contents. Et ça nous a permis, bien sûr, de donner un emploi à temps, en fait, annuel à vraiment notre secrétaire de rédaction et aussi de payer quelqu'un pour standardiser, en fait, les 20 premiers numéros de Nouvelle Vue qui étaient seulement en format PDF. Donc, on a utilisé l'outil Stylo, qui est l'outil développé par Marcello Vitali Rossi à l'Université de Montréal. Donc, on utilise Stylo pour standardiser tous nos numéros pour assurer, on a parlé de pérennité là, toute la journée, assurer la pérennité parce que pour vrai, on est passé sur le bord d'imprimer les PDF puis de les envoyer à la médiathèque de la Cinémathèque québécoise. Ça allait être ça, les 20 premiers numéros de Nouvelle Vue. Donc, on est super contents. On a eu l'appui, bien sûr, de Jean-Pierre Sirois-Tran. Bruno Cornelier est venu sur notre comité scientifique. Donc, tous les gens qui sont passés par Nouvelle Vue restent. Mais bref, je pense que vous l'entendez dans ma voix. Je suis vraiment fière. Puis, je salue mes collègues qui sont pas ici aujourd'hui, Thomas Carrier-Lafleur et Louis Pelletier. On a des numéros qui s'en viennent. Donc, on avait un hommage à Femmes et cinéma québécois, donc les 35 ans du livre de Louise Carrière. Merci beaucoup, tes films. On a un numéro qui s'en vient, qui va sortir dans les prochains mois ou dans 2 mois, qui s'appelle Mauvais genre. Donc, tous les genres qui sont un peu mal aimés. Bon, ça, c'est les numéros précédents. Ils sont tous sur le site de Nouvelle Vue et ils sont en train d'être standardisés pour Érudit. Et on a Rencontre interculturelle aussi dirigée par Mercedes Baillargeon j'oublie complètement, Mercedes Baillargeon et Karine Bertrand qui s'en vient aussi, Rencontre interculturelle et cinéma québécois, Humour qui va être dirigé par Sacha Lebel et Animation qui est par toute l'équipe d'animation de l'Université Laval, là, notamment avec Marie-Josée Saint-Pierre et sa gang en design. Donc, on a des numéros qui s'en viennent. Oui, ça, c'est une photo iPhone. Mais voilà, on est super contents, puis on travaille fort, puis longue vie à Nouvelle Vue. Donc, voilà. Merci beaucoup, Julie. Et pour faire peut-être le lien avec la présentation d'Élise, je voulais justement vous demander à chacun d'entre vous si les chants que Élise a mentionnés dans son exposé, c'était vraiment des chants dans lesquels, est-ce que c'était représentatif ce qu'elle nous a présenté de ce que vous recevez comme proposition d'articles ou de dossiers dans vos revues? Qui voudrait prendre la parole en premier? Bon, j'ai bien reconnu notre journal dans les thématiques qu'on a vues, éco-critique, territoire, voilà, oui. Nous y sommes comme ça avec les mêmes thématiques qui sont reflétées là. Est-ce qu'il y aurait en même temps peut-être la question qui devrait accompagner ça, c'est est-ce qu'il y a parmi les choses qu'elle a nommées, est-ce qu'il y a des points aveugles? Est-ce qu'il y a des angles morts que votre revue ou votre revue ne va pas? Ben, en fait, je pense que c'est juste aussi, tu l'as nommé au début, hein, les corpus comparatistes, les corpus comparés, excusez-moi. Donc, que t'as mis de côté, là, naturellement, pour avoir un corpus que tu peux étudier et tout. C'est sûr que ça l'enlève peut-être le côté plus transdisciplinaire de cette approche-là. Moi, je pense en cinéma québécois, on a eu beaucoup de numéros, là, qui comparaient, par exemple, avec le cinéma français, naturellement, mais le cinéma irlandais aussi, souvent, c'est des cinémas nationaux qui sont comparés
comparer tout ça. Fait que c'est peut-être seulement, mais ceci explique cela, hein, c'est dans ta méthodologie, mais sinon, moi, nous, on avait fait des numéros comme ça en comparaison avant, mais sinon, moi, c'est la seule chose à quoi je pense. J'ajouterais qu'en fait, quand j'ai reçu le rapport d'Élise et que j'ai commencé à le lire, et que là était évoqué justement ce qui faisait saillir, ce qui ressortait de ta lecture croisée de toutes ces revues, je trouvais qu'on était vraiment en écho à percer avec plusieurs des éléments que tu soulevais. Bon, évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure ce dossier en production sur les pratiques autochtones en art vivant, donc c'est vraiment un aspect qui est saillant, qui ressort du rapport. Les perspectives éco-critiques, c'est également un projet de publication pour les 2 prochaines années. Donc, je trouvais que vraiment, on était vraiment en résonance avec ce que tu mettais de l'avant. Pour ce qui est de l'interdisciplinarité, ça fait partie en quelque sorte de l'identité de la revue, pas tant pour chacun des dossiers ou des articles en eux-mêmes, mais dans la cohabitation des différentes approches théoriques, dans la cohabitation aussi des différentes pratiques en art vivant. Il y a également un autre élément qui ressortait, je trouvais, du rapport, c'était la perspective. En fait, ce que tu as mis de l'avant, c'était surtout les perspectives queer et féministes. Chez nous, c'est pas nécessairement ce qui ressort en tant qu'approche théorique privilégiée, mais il y a quand même une présence très marquée de l'écriture des femmes féministes ou non. Mais c'est vraiment quelque chose qui prend une place importante. Catherine, est-ce que tu pourrais nous répéter ce que tu as dit? Le son s'est perdu pendant un certain temps. Juste la partie sur... vous m'avez perdu. Moi, j'étais en train de... Sur la place de la perspective féministe dans votre revue. Oui, c'est ça. Donc, dans le rapport d'Élise, ce qui ressortait, c'était l'importance des perspectives soit féministes, soit intersectionnelles, soit queer. Ce que je disais, c'est que chez nous, c'est pas nécessairement ces perspectives théoriques-là qui sont mises de l'avant, mais parfois elles le sont. Mais ce qui est vraiment mis de l'avant et qui accuse une présence marquée, une présence accrue, c'est l'écriture des femmes, que celle-ci soit abordée à travers une lentille féministe ou non. Il y a vraiment cette présence-là de l'écriture et des pratiques théâtrales des femmes. Si je peux, oui, merci Catherine. Si je peux ajouter peut-être un mot à propos de la revue Tangence, puisque j'ai un micro devant moi. Je dirais que de notre côté, en tout cas, là où les choses ont le plus bougé, et ça correspond aussi à une partie de ce que vous avez exploré, Élise, c'est dans toutes les questions transmédiales. Là, notre revue, qui était d'abord et avant tout une revue littéraire, qui cherchait toujours à être à l'intersection des autres savoirs là-dessus, on s'est ouvert, par exemple, à des numéros sur la télévision ou sur des numéros, même dans nos numéros sur la littérature, ça arrive assez souvent qu'on a d'autres arts, d'autres perspectives. Même quand on parlait du théâtre, on est allé plus loin que le seul théâtre, mais on est allé vers d'autres arts de la scène. Et aussi, on a parlé de plusieurs formes de remédiation qui existent, et je pense que c'est un endroit où... et si, par exemple, dans ce que vous avez nommé, Élise, si on n'a pas déjà publié le dossier sur cette question-là, ben il y en a un dans le collimateur, un peu comme Catherine le mentionnait. Moi, j'aimerais peut-être vous relancer avant de peut-être d'aller vers les questions de la salle sur les questions de gouvernance et de représentation dans vos revues. S'il y a eu des changements de ce côté-là, par exemple, dans les formes de gouvernance, mais aussi par exemple, Catherine en a parlé un tout petit peu, dans la représentation qu'on retrouve dans les comités scientifiques ou dans les comités de rédaction, si de ce côté-là, ça s'est davantage ouvert, s'il y a une plus grande diversité qui s'est mise en place.
Peut-être que Catherine, comme tu as réfléchi à la question, je le sais, peut-être tu veux te lancer Oui, mais là-dessus? je veux bien. En fait, nous, ce qui a bougé cette année, dans la dernière année, en fait, ce qui a été notre chantier réflexif au sein de la revue, c'était de repenser la forme, la fonction, le mandat du conseil scientifique. Pour ce qui est du comité de rédaction, je vais quand même en dire quelques mots. Je souligne que la revue, elle est co-dirigée depuis quelques années. C'est vraiment une revue qui fonctionne en co-direction. Donc, depuis quelques années, elle est co-dirigée par moi et par Jean-Paul Kéinec, qui est professeur à l'UQAC. Et c'est une revue qui comprend aussi un comité de rédaction qui participe à l'ensemble des décisions. Donc, vraiment, c'est un comité de rédaction qui travaille en collégialité. Il y a vraiment une ferveur démocratique au sein de cette revue. Aucune décision ne se prend sans qu'on ait une réflexion commune au sein du comité. Maintenant, donc, je vais vous parler de ce conseil scientifique. On avait à la revue depuis plusieurs années, ce désir de repenser la présence, la forme, la fonction de ce comité scientifique qui était assez restreint, qui comprenait seulement 5 personnes, et 5 personnes qui étaient très peu mobilisées. Donc, à l'occasion, parfois, on invitait un membre de ce comité scientifique à se pencher sur un article, à faire une évaluation d'article, mais c'est à peu près tout. Donc, évidemment que ce comité, ce conseil scientifique avait une sorte de valeur en soi, c'est-à-dire une valeur de caution intellectuelle, mais on a voulu aller plus loin un peu cette année. Et donc, on a cherché à l'élargir, à investir aussi différents axes, c'est-à-dire de pas uniquement rester dans l'axe Québec-France, mais bien aller aussi du côté du reste du Canada, investir l'axe des Amériques et même ailleurs en Europe, donc aller chercher des gens qui réfléchissent au théâtre, qui réfléchissent aux arts vivants, mais depuis des cultures, des pratiques différentes. Donc, évidemment, on a demandé aux gens qui étaient déjà au sein du premier conseil scientifique s'ils ou elles choisissaient de rester. Certains ont choisi de rester, certaines personnes un peu plus éloignées maintenant de la recherche ont choisi de ne pas rester, ce qui nous a permis de former un conseil scientifique d'environ une dizaine de personnes qui sont des chercheurs en théâtre, mais aussi en danse et en art interdisciplinaire, alors qu'avant, on avait uniquement des chercheurs en théâtre. On a des chercheurs émérites, on a des chercheurs à mi-carrière, puis on a également des chercheurs qui sont au début de leur carrière de professeur. Donc ça, c'est pour le portrait général du conseil. Maintenant, ce qui a été vraiment au cœur de notre réflexion, c'est qu'est-ce qu'on demande à ces gens-là, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils fassent avec nous au sein de la revue. Et on a choisi, en discutant, on leur a proposé, que ça a été accepté avec beaucoup d'enthousiasme, je dois le dire, on leur a proposé d'agir comme des grands lecteurs de la revue. Donc, on va pas les sursolliciter. Il y aura une rencontre à tous les 2 ans pour jeter un regard rétrospectif sur les 4 derniers numéros parus et chercher à y réfléchir ensemble, à décortiquer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un petit peu moins bien, ce qui est porteur, ce qui est peut-être moins porteur. Donc, regard rétrospectif, puis également au sein de cette réunion biannuelle, un regard aussi qui est projectif, qui cherche à imaginer avec le comité de rédaction les avenues possibles pour la revue. Mais essentiellement, donc, on a choisi de se doter de cette structure-là et de faire de ceux qui l'animent de grands lecteurs. Donc, voilà. De votre côté, Amy, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur ces questions-là de gouvernance et de représentation? Bon, on a eu un peu de changement, n'est-ce pas? Jane Maas a été directrice pendant très longtemps, alors on a changé de rôle et elle est allée dans notre comité scientifique. Alors, on a renouvelé en quelque sorte notre comité scientifique. Notre système de gouvernance est assez simple pourtant. Il y a une très petite équipe de rédaction, moi-même, Leslie Choquette qui
qui dirige dans le domaine des sciences sociales et puis quelqu'un qui s'occupe des comptes rendus de livres. Nous sommes redevables à l'organisme de la CQS. Et bon, j'ai voulu mentionner qu'en parlant des problèmes de financement de Globe, par exemple, nous avons résolu ce problème en outsourcing notre production avec Liverpool University Press. Alors, pour nous, ça a beaucoup simplifié, n'est-ce pas, la production. À un moment donné, je m'imagine que nous allons devoir faire la décision de devenir une revue en ligne, mais pour l'instant, nous avons le luxe quand même de paraître en copie dure. Il y a quand même, on essaie de cultiver une relève, n'est-ce pas, en nominant de nouvelles personnes au comité scientifique, mais nous sommes quand même, nous avons de longues traditions avec des rédacteurs en chef qui sont encore, qui étaient là à l'origine de la revue, qui sont encore là au comité scientifique pour avoir un peu de renouvellement. Voilà. Mais aussi, on essaie quand même de renouveler, d'avoir de nouvelles perspectives, etc. Voilà. Julie, la revue est assez jeune, j'imagine que... Moi, je vous ai tout étalé le changement de façon au début, mais oui, effectivement, il y avait ce souci-là, bien sûr. J'ai le goût de dire que, je sais pas, je pense qu'on est moins en cinéma québécois, on n'a pas tellement le luxe d'aller choisir. En fait, on demande aux gens qui ont du temps et qui ont de l'intérêt, en fait, pour cette revue-là, du comité scientifique et du comité de rédaction. D'ailleurs, je lance l'appel. Amy, je vous regarde parce que là, j'ai entendu dire que vous allez publier sur le cinéma. Donc, si ça vous tente mettons, de poursuivre des réflexions, là. J'ai un texte qui va apparaître dans le numéro Sinon, oui, on fera un compte-rendu avec plaisir de votre ouvrage parce que c'est aussi un peu ça notre... je voulais faire le pont justement avec non, je commencerai pas, peut-être tout à l'heure, mais avec la discussion sur les livres aussi. Puis ça m'a amené un peu à ce que tu disais sur justement les sujets chauds, en fait, qu'on peut traiter à la revue justement par le temps court avec lesquels on travaille. Parce que, puis je nous inclus là-dedans, récemment, tout le monde ou presque tout le monde a eu son numéro femme puis son numéro interculturel. Nous, on l'a appelé interculturel, mais je pense que sans être opportuniste, on est à l'écoute. Tu as nommé les mouvements tout à l'heure, les mouvements sociaux. On est à l'écoute, on a entendu, puis là, naturellement, ça s'en vient parce que ça prend le temps que ça prend et tout ça. Mais non, c'est ça, juste pour revenir à la gouvernance. Nous, les gens qui veulent travailler avec nous, c'est très rare qu'on dise non, on fait une sélection pour les appels de texte et tout ça, mais on est très ouvert au sujet. Puis voilà, les gens qui veulent venir travailler avec nous sont les bienvenus. Est-ce qu'il y a des champs ou des corpus qui sont porteurs que vous aimeriez investir justement, et parallèlement, est-ce qu'il y en a quelques-uns des champs, justement, dont l'avenir vous paraît beaucoup moins évident? Et pour quelles raisons, par exemple? Donc, les champs et les corpus les plus porteurs, et puis peut-être ceux qui sont en déclin et qui n'éveillent plus beaucoup d'intérêt. Et après ça, on va aller vers la salle. Ouais, c'est... Est-ce que quelqu'un veut y aller, se lancer? J'ai le goût de dire qu'on est beaucoup dans l'actualité, en tout cas. Là, c'est très rare qu'on a... En fait, on a peu eu, même si, en fait, Thomas s'occupe du côté cinéma et littérature, moi, cinéma, femmes et queer, et Louis est un très grand historien du cinéma. Il va en faire un petit peu avec Mauvais genre sur le rapport historique au genre cinématographique, mais juste la perspective historique d'aller chercher des corpus des premiers temps, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de difficulté, même au niveau du hors-dossier, l'approche historique classique. Quand tu le nommais tout à l'heure, les revues historiques, elles aussi se sont penchées sur les histoires contemporaines, ou du moins une manière d'avoir un regard critique sur l'histoire, mais cette approche classique, historique,
de l'abbé Proulx, l'abbé Tessier en termes de cinéma, ça se peut que ça vienne pas. Alors que c'était là au début. C'était là au début des... bon, c'est sûr, il y avait la présence de Germain Lacoste qui travaillait sur le cinéma des premiers temps. Donc, il a fait quelques numéros, quelques articles sur ces questions-là. Mais plus récemment, on a beaucoup de corpus contemporains, puis moins de perspectives historiques sur des cinémas des premiers temps. Intéressant de le noter. Amy, de votre côté? Je dirais la même chose par rapport à la littérature aussi. On voit de moins en moins de textes qui traitent les classiques, et parce que ce qui se produit maintenant en littérature contemporaine au Québec, c'est fascinant, c'est merveilleux. Un champ sur lequel j'aimerais voir plus d'études, on a publié une étude, je crois, à propos des séries en streaming. J'aimerais voir beaucoup plus d'études sur les médias, sur les textes télévisuels, disons, mais en nouveau format. Mais pour nous autres, aux États-Unis, il y a un empêchement. Ça faisait partie de votre question, Hervé, ce qui allait empêcher l'étude de certains corpus porteurs, et c'est l'inaccessibilité totale chez nous, à l'extérieur du Québec, aux séries en streaming, par exemple. Mais je suis d'accord que avec l'effritement du concept du canon, on voit maintenant beaucoup de nouvelles possibilités. Mais c'est intéressant la question de la diffusion que vous mentionnez maintenant, qui peut, à certains égards, faire obstacle à la diffusion d'une bonne partie de la culture québécoise, puisque ces moyens de diffusion-là, en général, ils ne sont pas contrôlés par les Québécois eux-mêmes. Catherine, vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter une petite remarque. Je suis d'accord avec mes collègues quant à la présence forte, importante du contemporain dans nos préoccupations, dans nos réflexions, et qui se reflète dans nos publications. Mais j'aimerais ajouter que c'est pas pour autant que il faut jeter l'histoire avec l'eau du bain. Je pense qu'il serait possible de se saisir de corpus ou de sujets historiques, mais de les investir avec des perspectives nouvelles, avec un regard qui est renouvelé. Je vais vous donner un exemple très concret. On est en fin de production en ce moment d'un numéro qui porte sur les mises en scène de la parole féminine dans le théâtre du 17e et du 18e siècle. Donc, ce n'est pas, évidemment, ce ne sont pas des corpus récents, contemporains, mais les regards qui sont posés sur ces objets-là, eux le sont. Et je pense qu'ils sont susceptibles de vraiment intéresser nos lecteurs et lectrices. Et c'est vraiment un sujet qui est riche, qui a été peu investi jusqu'à présent et qui va être mobilisé donc dans ce dossier-là, mais à travers des perspectives qui sont inhabituelles, qui sont nouvelles. Donc, j'ajouterais peut-être également que je trouve ça extrêmement délicat, cette question-là, Hervé, de réfléchir à ce qui est moins porteur. Je trouve ça difficile de m'avancer, mais je dirais que peut-être ce qui m'apparaît comme étant moins porteur, c'est ce qui se rattache à un champ qui serait très, très vaste ou à des perspectives qui seraient très, très généralistes, comme un numéro qui présenterait un panorama, par exemple, sur un panorama qui pourrait porter sur toutes sortes de choses, mais des numéros panorama ou ce type de réflexion-là, très, très vaste, très large, je pense que c'est moins porteur. Alors que ce qui m'apparaît vraiment riche aujourd'hui, c'est plutôt des espaces réflexifs ou des corpus peut-être plus restreints, oui, vraiment plus restreint, mais saisi au prisme de faisceaux qui, eux, sont pluriels. Donc, une pluralité théorique au sein d'un même dossier ou encore une pluralité méthodologique. Je pense que c'est là où on peut avoir quelque chose de porteur, de fécond. C'est le point de vue qui est le mien, évidemment. Mais voilà.
Merci beaucoup.